Alors, c'est reparti pour les lives UNAMA organisés par l'Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement. Mhm. Aujourd'hui, nous accueillons Denis Guérin, qui est maître artisan d'art, paillage et canage en Charente-Maritime. Bonjour Denis, Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, merci d'être avec nous. Alors, on s'était déjà vu lors d'un live en juin et malheureusement, pour des raisons de connexion, on avait dû interrompre cette rencontre. Donc, on est ravis de vous retrouver à nouveau pour faire l'interview dans son intégralité aujourd'hui. voilà, en espérant que les Alors, choses passent un peu mieux. voilà, tout à fait. Ouais, Denis, vous exercez un métier qui est devenu rare. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ainsi que votre atelier que vous avez créé en 1986? ouais, bien sûr, c'est un peu le but de la démarche. Donc, en fait, je suis, donc, comme vous le disiez, maître artisan d'art pailleur rotinier, et dans le terme, enfin, pailleur rotinier ou pailleur canneur, empailleur canneur, etc. Donc, ces deux termes-là laissent bien augurer qu'en fait, l'activité se scinde en deux savoirs, en cœur de métier du moins, spécifiques. L'une qui Ok, va traiter de techniques de paillage et l'autre qui va donc traiter de techniques de cannage. Alors, il faut bien savoir que ces deux métiers n'ont pas vraiment de points communs, que ce soit au sujet de l'historique, de la matière première, de l'outillage utilisé ou même des techniques. Le seul point qu'on va pouvoir retrouver en commun à ces deux activités-là, c'est plutôt le support, donc la chaise, le fauteuil, le canapé, etc. Voilà. d'accord. Donc, oui, je vous écoute. Oui, oui. D'accord. Donc, si vous voulez, je voulais vous présenter dans un premier temps soit le canage, soit le paillage, comme vous voulez. Dans ces grandes lignes. Hein. On ne va pas être rentré de trop dans les détails, sinon ça va être très compliqué, je pense. Euh, donc le pailleur est la personne qui, en utilisant des fibres ou des pailles, va foncer une assise de chaise. Alors, la spécificité quand même de cette activité-là, c'est que le pailleur va, dans un premier temps, réaliser son propre fil. Hein. On parle de toron, de cordon, en utilisant une matière première brute qui sera peut-être issue de marécage s'il s'agit de carex, de paille de marais, de motine, etc., de jonc du chaisier, ou de paille de sel quand il s'agira à ce moment-là de paillage recouvert, où là, la matière représentée par la paille de sel se voit fendue, transformée en lamelles et vient dans un mouvement de spirale recouvrir la fibre dont je parlais précédemment, la carex, ou même le raffia aujourd'hui, puisque depuis à peu près une trentaine d'années, le raffia est apparu dans cette matière qui permet donc de foncer des assises de chaise. D'accord. Donc la variété de cette matière première, elle est liée aussi au fait que ce métier, au 18e, nous est arrivé, a priori, on n'est pas tout à fait sûr, mais on a quand même quelques traces, d'Italie, par des groupes de personnes qui vagabondaient, par groupe de trois, donc, et qui étaient en fait, qui venaient de cette partie nord de l'Italie, la province de Belluno. Ils avaient dû quitter leur terre parce ils subissaient déjà des problèmes de pollution. Des extractions de mines étaient déjà en place et polluaient en surface les terres. Eux connaissaient, avec ce processus, connaissaient la façon de fabriquer des chaises. Et donc, ils sont partis avec ce savoir-faire-là. Ils se sont promenés dans un premier temps en Italie. Ils ont donc passé la frontière. Ils sont venus en France, entre autres. Et donc, aller de ferme en village, on imagine bien, proposant leurs services. Donc, par groupe de trois. Donc, ça veut dire que l'un des trois était celui qui préparait les éléments essentiels de la chaise. Donc, il s'agissait plutôt là de chaisier. Hein. On est sur un métier qui englobe et la fabrication de la chaise et le fonçage de l'assise, donc le métier de rempailleur. Le premier, donc, préparait les morceaux, on va dire, de base de la chaise, les montants, les pieds arrière, pieds avant, barreaux de renfort, etc. Le second, en affinait les extrémités pour en permettre donc l'assemblage. Et le troisième, qui bien souvent était le plus jeune, lui, enfonçait l'assise. Alors, fait du lieu où se trouvaient ces gens-là au moment où ils fabriquaient ces chaises, ils utilisaient ce que la nature mettait à disposition localement. Donc, des herbacées poussant dans des zones humides quand ils étaient dans des zones marécageuses, et des céréales quand ils se trouvaient dans d'autres lieux, ou du blé ou du seigle, parce que le seigle, on va y revenir, poussaient. Voilà. On peut aussi constater que ces gens-là, bien sûr, avaient aussi l'ambition et l'envie de déjà apporter peut-être un plus à ces tissages simples, et donc on réalisait des tissages de différentes façons. Hein, certains tissages même portent le nom des lieux où on imagine qu'ils ont été pratiqués pour la première fois. On parle de paillage à la lyonnaise,
On parle de paillage en X, donc ça n'a pas de rapport avec un lieu évidemment. On parle de paillage avec des barres à l'arrière, etc. Il faut bien savoir que ces différentes façons de procéder à foncer une assise sont aussi liées à un confort d'assise, hein, c'est-à-dire que la proportion qu'une assise de chaise peut avoir, donc conçue par le chaisier, impose parfois une technique de recouvrement pour que celui qui va s'y asseoir s'y trouve bien. D'accord? Donc, ce n'est pas simplement le fruit du hasard ou des raisons esthétiques qui vont induire un cheminement de tissage. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le paillage? Donc, il y a eu donc dans un premier temps, je l'imagine, des paillages plutôt bruts, puis dans un second temps, le seigle a été intégré à ces techniques-là, et dans un troisième temps, j'imagine que quelqu'un un jour a eu l'idée, en fonçant une assise avec des cordons bruts en seigle, d'en prendre une petite section, on appelle ça un fétu, de le fendre et de l'utiliser pour venir recouvrir du seigle. Donc seigle sur seigle, on parle de paillage recouvert. Et là, on ouvre, si vous voulez, un horizon qui est bien plus vaste et qui, à travers la coloration donc, de la paille, permet d'ambitionner des paillages polychromes, donc où la notion même d'esthétisme va prendre sa part dans le travail. Ça, c'est très intéressant. Donc les premiers paillages qu'on va pouvoir qualifier de polychromiques apparaissent sous le directoire. Alors on était plutôt sur des choses assez symétriques au niveau du dessin et sur quelques couleurs simplement, du rouge, du vert, du bleu. Voilà. Par la suite, les choses ont évolué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on puisse maintenant travailler des choses beaucoup plus innovantes, asymétriques, modernes, et qui permettent aussi d'augurer que cette activité-là, ce métier, à travers justement cette créativité-là que permet la couleur, puisse, au regard du client, prendre une autre connotation. D'accord ? Le paillage, comme on l'entendait traditionnellement, qui servait simplement à s'asseoir, dans notre système aujourd'hui, il n'a plus de raison d'être, il va disparaître parce que les gens ne sont plus prêts, enfin les clients ne sont plus prêts à investir une somme qui serait liée au temps à passer, puisque ce travail-là est bien évidemment long. Foncer une assise de chaise avec un paillage recouvert sur une petite assise en moins de 6 heures, c'est impossible. Donc un taux horaire même très bas de 30-35 euros amène le fruit de ce travail-là, plus la matière première à des coûts qui arrivent à 200-250 euros, ce qui est tout à fait normal, hein, mais qui pose problème quand on a cette relation au travail. Quand par contre on va sur des choses beaucoup plus innovantes, des choses qui touchent à la créativité, à la décoration, le regard bien évidemment du client étant différent, il est moins dans la comptabilité de ce qu'il va dépenser pour se faire plaisir. Donc voilà, c'est une des possibilités qu'offre aujourd'hui la polychromie sur les techniques de paillage. D'accord. On peut peut-être aller découvrir quelques-unes de vos réalisations? Si vous voulez, oui, parce qu'on avait mis stocké quelques photos. Alors, on va les afficher. Ouais, je vous laisse le faire. On va les afficher et vous allez pouvoir nous les commenter. Si vous voulez. Ouais. Donc, je pense que là, on est sur du canage. Il va falloir descendre un peu plus bas. Hein. Chronologiquement, j'aurais peut-être dû parler dans un premier temps du canage. Il faut que vous descendiez. Encore. Je vous passiez à moins 5-6 photos. Encore un peu. Toujours. Bon, là, vous pouvez vous arrêter une seconde juste avant. Remontez juste une photo juste au-dessus, si vous pouvez. Voilà. Là, en fait, il s'agit simplement de la réalisation en cours d'un paillage, d'un cordon en herbacée, donc un paillage dit brut, où là, on voit bien que la matière, c'est la photo du dessous. Hein. On voit bien que la matière apparente est une herbacée, voilà, mate, un peu chargée en chlorophylle. Cette chlorophylle s'estompera après dans le temps pour donner un aspect un peu grisé. Et puis par frottement et par usure, ça pourrait même sembler apparaître un peu satiné dans le temps et se rapprocher d'un paillage recouvert. Vous pouvez descendre si vous voulez. La photo du dessous, on voit des gerbes de seigle. Donc là, on parle de la matière première qui vient enrouler cette première fibre-là en herbacée ou en raffia. Et la paille de seigle, bien évidemment, ça demande un travail de récolte un peu spécifique parce que il faut d'une part, bien sûr, l'ensemencer, la récolter, mais c'est très compliqué parce que c'est une céréale qui monte très haut, elle peut monter après 2,30 m, 2,40 m pour obtenir justement des longueurs de fétu intéressantes pour le travail qui me concerne. Seulement, effectivement, cette hauteur-là pose des problèmes, surtout dans mon secteur à moi où le vent est quand même assez présent.
parce que parfois le seigle il verse dès qu'il y a un petit peu trop de vent, et donc la récolte est foutue dans ces cas-là. Donc quand ça se passe bien, mais écoutez, on la coupe à son pied, la céréale, et on la présente sous forme de gerbe comme ça pour la faire sécher. Une fois qu'elle a suffisamment séché, on peut l'engranger avant de commencer à la travailler, c'est-à-dire que javel par javel, c'est-à-dire tige par tige, avec un couteau, on le fait comme ça. Entre les nœuds, on va récupérer donc les fameux fétus de paille, ces petits tubes, qui vont après permettre, dans un second temps, après avoir été teintés, de pratiquer le paillage recouvert. Vous pouvez descendre. Voilà, donc là, en fait, on peut voir l'enrobage. On pouvait voir l'enrobage du raffia avec une petite lamelle de paille de couleur rouge. C'est la photo du dessus. Voilà. Donc là, on voit bien que les deux mains sont en action et que la paille va venir recouvrir le raffia pour former un cordon. Donc celle-ci, elle traite d'une réalisation plutôt symétrique, avec des teintes, une paille simplement éclaircie, la plus claire, et puis des couleurs un peu plus classiques, dites un peu bronze. Voilà. Là, on est sur une réalisation asymétrique, avec des couleurs orange, naturelles et un peu dorées. Cette chaise-là, donc ça c'était une petite paire de chaises dites de mariée du 18e, avec la colombe là, dans la partie sculptée du dossier. Un travail aussi symétrique dans l'esprit des paillages directoires. Mais voilà, c'était dans l'esprit de cette chaise-là et je pense que ça lui convenait bien. Ma petite rose, pour l'anecdote, c'est une pierre de Ronsard. Vous pouvez descendre. Voilà, donc là, il s'agit de... Alors, tous ces petits cordons dits chinés sont en fait réalisés pour chacun d'entre eux avec deux pailles de couleurs évidemment différentes, préalablement fendues dans le sens de la longueur, sur une largeur d'à peu près 2-3 mm, 3 mm, et enroulées après en parallèle sur du raffia. Chaque cordon, c'est le fruit de ce mariage-là, donc c'est un travail plutôt long à réaliser qui nécessite de la précision. Vous pouvez descendre. Alors là, nous sommes encore sur des réalisations, mais plus contemporaines, où j'associe mon travail et le talent de collègues ébénistes. Donc ce tabouret, on voit mal, la photo est petite, mais il s'agit d'un tabouret en manguier et sycomore. Donc c'est une merveille au niveau du travail du bois. Et dessus, moi j'ai été travailler des techniques de paille dont les colorations spécifiques me permettent d'arriver à des effets un peu atypiques où les couleurs changent sur la même longueur du cordon. Voilà. Et au-dessus, la photo du dessus, elle était intéressante aussi parce qu'il s'agissait de réalisation d'une collègue ébéniste qui, attendez, il faut pas que j'oublie son nom, Nathalie Fandoz, et le monsieur qui a fait le collègue qui a fait le tabouret, là, c'est Sébastien L'Espagnier. Mais si vous pouvez remonter un tout petit peu. Voilà, le rocking chair notamment est en noyer incrusté de sycomore, non, il fallait rester sur la photo d'avant. Et donc c'est le travail de... Voilà, et les petits tabourets, on en voit des échantillons au niveau de la photo, là, sont conçus en noyer et en frêne, c'est ça. Même chose, c'était un travail qui était aussi axé sur une exposition au niveau des couleurs des pailles, qui donc se faisait à Bordeaux, et là j'avais travaillé sur l'idée de couleurs de vignoble en période automnale. Et donc, cette amie, la Nathalie Fandoz, est aujourd'hui en charge de l'enseignement à l'école Boulle en menuiserie de siège. Voilà. Tabouret en cipeaux aussi, très joli bois exotique. Et puis un paillage avec des cordons, on voit bien, qui s'interrompent, qui changent de couleur. Plutôt contemporain, quoi. Donc ça, c'est tout à fait innovant. Et c'est ce qui me permet, moi, de me faire plaisir aussi, quoi. Voilà, petite table. Donc cette table, elle est polyvalente. Elle est à la fois paillée, donc on voit bien qu'il y a trois parties paillées là, qui viennent s'incruster comme un plateau sur une chaise, mais ces plateaux peuvent être aussi échangés avec des plateaux marquetés. La paille peut aussi se travailler sur des techniques de marqueterie, ou plutôt que d'être enroulée là, sur un support, à ce moment-là, elle est fendue, aplatie au fer et puis collée sur une structure. Voilà, par exemple, là, il s'agit d'une table marquetée, avec des panneaux qui peuvent effectivement être déplacés. Et elle est en chêne incrustée de sycomore, la table. Voilà, la version marketée de la table que vous avez vue, qui tout à l'heure était paillée.
Donc la paille a cet intérêt qu'elle est silicée naturellement, donc elle prend très bien la lumière, elle est satinée, et donc elle est assez flatteuse. Des petits tableaux, donc je réalise de temps en temps des tableaux en marqueterie de paille aussi, avec mes propres pailles, mes propres couleurs. Vous pouvez descendre. Là, c'est la formation, ce sera un peu après. Il y avait un autre tableau en marqueterie, mais enfin, c'est pas très grave. Voilà, ça c'est la formation. On va peut-être revenir par contre sur le canage maintenant, parce que voilà, vous pouvez revenir complètement en haut. Comme ça, on va pouvoir repartir sur le domaine du canage, le paillage. On va s'arrêter à ce niveau-là sur le paillage, parce que sinon on pourrait y passer des heures. Mais donc le canage, l'autre partie, l'autre métier, on va dire, qui est pratiqué par le canneur empailleur, et donc celui qui traite des techniques de canage. Alors, le canage, il est apparu au XVIIIe siècle, on va dire, fin du XVIIe, début du XVIIIe. La découverte de la matière première, le rotin, donc qui est plutôt, qui nous provient plutôt d'Asie du Sud-Est, en est donc voilà, la matière première. Donc, il a fallu pour ça qu'on découvre ces contrées-là. Donc, c'est la route de la soie et les premiers ébénistes qui ont dû constater que ces produits étaient utilisés là-bas, cette matière première utilisée là-bas. Alors, est-ce qu'elle était déjà travaillée sous ces formes-là? Je ne le sais pas. Le fait est qu'on retrouve très vite cette canne travaillée suivant des techniques de tissage à 6 brins, dit canage français, sur du mobilier Régence, puis Louis XV, et puis jusqu'à nos jours. Ça n'a jamais cessé. Donc, dans un premier temps, tous les canages étaient réalisés sur des châssis traversants, ou les trous traversés. Donc, le canage consistait à rentrer dans un trou, ressortir dans un autre, etc. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, mais en gros, c'est un peu ça. Et il y a eu après des versions, si vous voulez. Donc, dans un premier temps, tous les canages étaient traversants. Dans un second temps, des canages sont apparus sur des parties de sièges, des joues de fauteuil, des dossiers de fauteuil, où la pression exercée par le corps était moindre. On a pu se permettre de réaliser un travail collé dans les trous de borne, de façon à ce que derrière, on n'ait pas une vision d'un châssis traversé. Et puis, des versions donc autres, comme celle que l'on voit là, dit canage en soleil. Donc, on voit bien que le canage là irradie d'un médaillon central sur une petite table de style Chippendale anglais, permet donc aussi des variantes très élégantes, hein, que ce soit ce canage en soleil ou d'autres. Vous pouvez descendre. Voilà, là, ce sont deux types de canage, l'un sur la droite en cours d'élaboration d'un canage dit en éventail. On le voit bien parce qu'il y a une forme d'éventail qui part d'une espèce de demi-soleil, on va dire. Voilà, ce sont la paire de fauteuils après restauration, en noyer, Chippendale aussi, et remise en patine de la canne. Donc, ce sont des variantes du canage traditionnel à 6 brins. Là aussi, il s'agissait chaise de Bordeaux. Pourquoi? Parce que c'est un travail donc en collaboration toujours avec Nathalie Fandose, où nous avons à deux pensé le sujet. Elle l'a dessiné et elle l'a réalisé. Le bois, le fût, et puis après, moi, j'ai appliqué mes techniques de canage dessus pour être dans un esprit de cette exposition de Bordeaux. Le bois, donc du chêne, on ne le voit pas très bien, mais sur l'épaisseur du châssis, des trous verticaux sont traversés par petits brins de canne qui sont censés rappeler la ceinture, le cerclage d'un fût. Et puis après, on pouvait toujours broder sur le demi-soleil qui irradie des rangs de vignes sur l'assise. Voilà. C'est une très, très belle réalisation, j'adore cette chaise. Le canage peut aussi être pratiqué suivant d'autres techniques. Là, il s'agit de canage plein, canage de lame. Donc, la matière utilisée est plus large, elle fait à peu près 5 mm 5, régularisée. Et en utilisant des techniques de tissage à deux temps, une verticale et une horizontale, on peut foncer une assise qui, aux origines, était déjà paillée. Elle était paillée. C'est un petit fauteuil d'origine directeur, je pense, et qui donc a subi dans un premier temps des paillages, puis dans un second temps a été canné. Moi, j'ai dû le restaurer dans cet esprit-là, parce que la propriétaire tenait à le revoir dans cet état-là. Donc, canage de lame, canage plein. La canne de rotin, il faut aussi savoir la remettre en patine, bien évidemment. Donc là, c'est aussi un travail, on va dire, connexe du canage en lui-même. C'est qu'il faut bien maîtriser ces techniques de remise en patine. La canne n'ayant, si elle étant aussi imprégnée de silice, elle a du mal à imbiber en surface les teintes à l'eau, c'est pas la peine d'y penser. Donc, on travaille d'autres types de teintes. Et c'est souvent un travail qui nécessite plusieurs passes avant de réussir, notamment sur ce type de canage très compliqué à reteinter. Là, le dossier est d'origine, et il a fallu reproduire sur l'assise et à la fois le dessin de la patine, de la peinture, et le temps passé, quoi, l'effacement que le temps a pu induire. Voilà. Donc c'est un travail intéressant mais compliqué.
Ça, c'est vu. Je pense qu'on a dû balayer toutes les photos traitant du canage. Alors, il faut savoir, pour ces deux activités-là, l'outillage est vraiment très, très peu important. Il est indispensable. Mais voilà, les outils, même vous êtes tenus parfois de vous les façonner vous-même parce que vous ne les trouverez pas dans le commerce. Et la matière première, aujourd'hui, pose aussi certains problèmes, notamment du fait des problèmes de trafic aérien ou de bateaux et de la corona. La canne de rotin, c'est un petit peu compliqué. Depuis 2011, le premier pays exportateur, l'Indonésie, a bloqué ses frontières pour des raisons apparemment évoquées qui étaient celles que la Chine achetait toute la matière première. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à avoir une matière première d'une moindre qualité qui arrive d'ailleurs, mais on ne sait pas d'où. Et puis, les autres problèmes qui sont posés par la matière première sont ceux liés à la paille de seigle, donc pour le paillage. Il n'existe plus actuellement, à ma connaissance, qu'un seul producteur en France. Alors moi, je produis la mienne, mais à mon niveau, et je ne la commercialise pas parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Mais l'établissement Rodo, donc, qui propose de la paille de seigle teintée, de qualité. Mais voilà, c'est quand même une situation assez inquiétante à ces niveaux-là. Voilà ce qu'on peut dire en gros sur ces deux métiers-là quand voilà leurs origines, la matière première utilisée, l'outillage. Merci beaucoup pour cette présentation. N'hésitez pas à travers le chat à poser vos questions à Denis au fur et à mesure de cette interview. Profitez-en. Alors, moi, j'avais également une première question à vous poser, parce que vous êtes tout investi dans votre métier, et puis vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Canner et rempailler vos chaises ». Ouais. Pourquoi la transmission de ce savoir est importante pour vous? Alors, la transmission du savoir, elle est effectivement importante. Alors, les origines de la formation, chez moi, il y a eu beaucoup de hasard dans une vie, enfin, dans une vie en général, dans une vie professionnelle de fait aussi, puisqu'elle est un peu incluse dans la vie générale. Donc, j'ai été un jour contacté par une grosse boîte de formation qui travaillait au niveau national et qui était en quête d'un formateur susceptible de pouvoir prendre la suite de leur formateur aux techniques de paillage et de canage et qui avait arrêté son activité. Donc, la formation, pour moi, elle est arrivée dans mon activité professionnelle en 1988. 2 ans à peine après que je me sois déclaré auprès du répertoire des métiers. Donc, j'ai découvert cette chose-là. C'est un métier dans le métier que d'apprendre aux autres. C'est pas si simple. Donc, dans un premier temps, et je m'en excuse auprès d'eux aujourd'hui, je sais que mes premiers stagiaires ont dû en souffrir parce que j'étais vraiment pas dans une idée de décomposer les phases. J'étais vraiment un mauvais formateur. Et petit à petit, donc, j'ai affiné ces techniques-là. J'ai eu l'opportunité à un moment donné, donc, à travers le fait que mes fournisseurs sachent que j'étais formateur, d'être mis en contact avec un éditeur, Larousse, qui recherchait, c'est pour ça que le livre a existé, hein. Larousse recherchait un auteur pour son livre. Ils étaient en train d'éditer une collection, l'artisan restaurateur, dans laquelle voilà, un livre traitant de rempaillage et de canage leur apparaissait judicieux. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec eux là-dessus, sur les textes, etc., les photos, et donc ce livre est né de cette façon-là. Il a beaucoup servi de support à la formation. Et pourquoi est-ce que les formations me sensibilisent tant que ça va? Pour plein de raisons. La première, on en parlait tout à l'heure en aparté, mais l'échange humain, ça n'a rien à voir avec le côté professionnel. Mais le fait pour un artisan de pouvoir se retrouver de temps en temps baigné dans un groupe de personnes qui ont tout leur passé, leur vécu, et qui aussi enrichissent le formateur de leur savoir, puisqu'on apprend beaucoup de ces stagiaires. Chacun a une technique qu'elle va pouvoir apporter. Hein. Moi, j'ai appris plein de petits trucs de personnes qui avaient des savoirs dans d'autres domaines, mais qui ont pu me les apporter à travers ces techniques-là. Donc, c'est très intéressant. Elle m'a aussi apporté la formation, la découverte du monde du handicap. Je ne connaissais pas du tout. Et j'ai été très vite en contact avec des établissements, des ESAT, des ateliers protégés, qui avaient bien souvent, historiquement, pour première activité, des techniques de ce type-là. Et donc qui souvent aspirent à conserver ces ateliers-là parce que voilà, ça fait partie de leur historique. Et donc on me demande assez souvent d'intervenir dans ces structures-là, soit pour former des nouveaux arrivants, soit pour maintenir le niveau, soit même pour lancer parfois des activités dans des structures qui se mettent en place. Donc ça a été un enrichissement à ce niveau-là. Ça m'a permis de travailler notamment aussi, de passer les portes d'un on appelle ça les bonnes sœurs, d'un monastère, le monastère de la Visitation à Caen, par exemple. Ça m'a ouvert ces portes-là. Et puis voilà, donc ça c'est le côté humain, le côté enrichissement, le côté
de la relation. Maintenant, la formation, elle est aussi là pour autre chose, c'est-à-dire pour porter un savoir, pour transmettre un savoir. Et je pense qu'un métier ne peut pas perdurer s'il n'est pas évidemment enseigné, quoi. Même si, pour ma part, aux origines, je suis autodidacte. Hein. Je n'ai pas été formé, puisque à l'époque où j'ai commencé à pratiquer, il n'existait pas de toute façon de formation. Donc j'ai dû apprendre par mes propres moyens, en disséquant des chaises et en essayant de reproduire ce que je pensais comprendre. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. Ça, c'est le côté négatif de la formation par soi-même. Mais par contre, elle vous amène aussi à devoir développer de par vous-même des stratégies, parfois innovantes, puisque vous ne connaissez pas les autres. Et donc, quelque part, je pense que ça peut aussi apporter un plus. Alors, ce centre de formation a été créé d'ailleurs en 1998. Il est ouvert à la fois au grand public et à la fois aux professionnels. Et vous avez donc conçu un certificat de qualification professionnelle. Et comment est-ce qu'elles se déroulent, en fait, ces formations? Vous pouvez nous préciser? Alors, la nécessité de mettre en place un certificat de qualification professionnelle s'est fait sentir au fil du temps à travers les exigences que les financeurs faisaient apparaître de plus en plus comme évidentes, de ne plus souhaiter financer à plus ou moins long terme que des formations diplômantes. Donc, l'idée, c'était de faire en sorte qu'effectivement, à travers une formation diplômante, la formation sur ces techniques de paillage et canage puisse perdurer pour ceux qui voudraient le solliciter à travers leur compte personnel de formation. D'accord? Donc, et puis aussi, ce que l'on souhaitait, et ça, c'est là que donc cette démarche, je l'ai eu dans un premier temps dans ce sens-là. Et puis, je voulais aussi que le métier puisse obtenir une qualification. C'est-à-dire que des gens qui se forment puissent prétendre à une reconnaissance à travers un certificat. D'une part, pour le client, je pense que c'est aussi important que de savoir que la personne qui va travailler pour eux est titulaire d'une reconnaissance, donc d'un savoir avéré, et de faire en sorte aussi que cette formation soit des plus professionnelles possibles. C'est-à-dire que la formation que je ne suis pas seul à dispenser, hein, je travaille en collaboration aussi avec deux autres personnes qui m'ont permis de mettre en place CQP, Nelly Gauthier et Christine Calmin. Donc Christine Calmin, elle est plutôt sur le côté santé, hygiène, sécurité, et Nelly Gauthier sur l'histoire de l'art. Et elle m'aidera aussi sur les techniques de paillage, puisqu'elle est pailleur et canneuse et tapissière. Elle fait plein de choses. Et donc voilà, cette formation, elle est dispensée suivant des modules. Entre chacun de ces modules-là, un temps est donné aux stagiaires donc de pratique, mais plus au sein même de l'établissement. Hein. Il faut bien comprendre que 298 heures, c'est le temps du CQP, c'est très nettement insuffisant pour être professionnel avéré. C'est le temps utile à comprendre ce qu'on doit faire, mais il va falloir en passer bien plus encore pour maîtriser le geste, améliorer sa qualité de travail, et tout ça pour finaliser un travail qui soit non pas simplement comment dirais-je, occupationnel, mais qui est pour finalité de générer un chiffre d'affaires qui permette d'en vivre. Le problème de ces métiers-là, aujourd'hui, il est là, c'est le temps. Le temps qu'on a à facturer, il est très compliqué à faire passer dans la tête de ceux qui nous soumettent le travail. Donc, il faut mettre tous les éléments de notre côté pour faire en sorte que les gens soient convaincus. Donc, un certificat fait partie de ces choses-là. Et donc, pour mettre en place ce certificat, j'ai eu besoin, bien sûr, d'une structure, et notamment ce fut l'UNAMA hein, que j'ai appelé à ce sujet-là, et pour lequel j'ai eu un retour positif tout de suite. Donc, Patrick Russe m'a dit qu'effectivement, c'était un sujet qui l'intéressait. Et de fait, il a mis en place aussitôt écoutez, le process pour qu'on puisse travailler. Il nous a guidés dans ce travail-là, il nous a vraiment guidés, drivés, jusqu'à ce que le CQP aboutisse et qu'on puisse enfin le faire reconnaître. Et on est maintenant dans l'attente de le voir s'inscrire au niveau du registre national des certifications professionnelles, le RNCP, pour effectivement qu'il puisse après s'ouvrir au niveau du CPF. Une formation qui n'a pas de possibilité de prise en charge ne risque pas de... Je pense qu'elle a peu de chances de perdurer réellement, quoi. Donc il faut absolument qu'on obtienne cette inscription pour que des personnes puissent bénéficier d'une prise en charge à travers leur compte personnel de formation. Voilà. D'accord, je comprends. Alors, vous avez reçu plusieurs distinctions, puisque vous êtes notamment labellisé entreprise du patrimoine vivant. Vous
nous parler de ces étapes qui ont aussi jalonné votre parcours? Alors, entreprise du patrimoine vivant. Donc, je vais vous dire simplement ce que l'on met en tête sur le. Donc, le label d'État entreprise du patrimoine vivant, EPV, est une marque de reconnaissance du ministère de l'économie et des finances qui récompense des entreprises françaises au savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence. Bon, alors après, moi, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. J'ai présenté un dossier pour obtenir. On m'a conseillé de présenter un dossier. J'ignorais même l'existence de cette entreprise, de ce label, avant même de présenter un dossier. Donc, c'était Christelle Valenza qui, à l'époque de l'ancienne région, donc ça remonte à quelques années, m'avait conseillé de présenter ce dossier, ce que j'ai eu fait. Et il s'est avéré qu'après la visite d'un expert et toute une démarche qui s'est faite, j'ai obtenu cette labellisation. Donc, c'est une. Alors, j'ai obtenu l'entreprise. C'est une labellisation qui concerne l'entreprise. Voilà, à mon avis, ça me semble assez évident, pour effectivement le fait que dans mon cas précis, au niveau notamment du paillage, je parte de la graine de seigle, donc que je sème, que je récolte, que je prépare, que je colore, puis que je travaille suivant des techniques ancestrales. Et à travers aussi les innovations que j'ai pu apporter au niveau de la coloration des pailles. Donc toutes ces choses-là ont certainement appuyé mon dossier. Et puis aussi toutes ces techniques de canage qui sont aussi pratiquées par d'autres, hein, mais on n'est pas très nombreux à les pratiquer, je pense, très correctement. Donc voilà, ces choses-là ont joué en ma faveur et j'ai obtenu ce label. Alors, il n'est pas tellement connu, moi j'ai l'impression qu'il n'est pas tellement connu du grand public, mais par contre, il vous fait rentrer dans des fichiers qui peuvent vous amener à être plus régulièrement sollicité par des architectes d'intérieur, des designers, des décorateurs, voilà. Donc à ce titre-là, c'est très intéressant. Et puis pour l'ego, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ah oui, c'est malgré tout une belle reconnaissance du travail effectué et une carte de visite. Voilà. Alors, justement, vous parlez d'image et de visibilité. Vos créations ont été présentées au Salon du patrimoine et dans de nombreux ouvrages de décoration. D'ailleurs, vous avez été repéré par un des plus grands décorateurs français, Monsieur Grange. Voilà, comment ça se passe en fait, toute cette communication, cette visibilité? Alors, effectivement, le Salon international du patrimoine, donc, qui a lieu tous les ans au Carrousel du Louvre, est un lieu de prestige au niveau des expositions, puisque vous avez des savoir-faire incroyables. Et donc j'ai eu l'opportunité, sous le couvert de l'ancienne région toujours, hein, d'exposer 2 fois consécutivement à Paris. Et lors de la première exposition, effectivement, j'ai eu moi je ne connaissais pas, hein, Monsieur Grange, j'ai eu la chance de voir ce monsieur donc, se présenter sur mon stand avec tout son petit staff et de trouver beaucoup d'intérêt apparemment à mes polychromies. Donc ça l'a vraiment passionné. Il a tout de suite sorti un carnet, un crayon, et à la Guy Legraine a commencé à esquisser des dessins en me demandant si c'était ou non réalisable, etc. Et puis voilà, on en a échangé quelques temps, il s'est présenté et puis il est reparti. Et quelques temps après, donc j'étais en contact avec certains de ses collaborateurs sur des projets, effectivement. Alors pour certains d'entre eux, j'ai pas pu répondre par le positif parce qu'ils me dépassaient en temps de travail. Hein, je suis seul moi, à réaliser mon travail. Donc par exemple, je sais qu'il avait en tête de me faire pailler une série de chaises pour un hôtel qui est en train de se mettre en place à Palma de Mallorca, au Baléares. Et donc là, je pouvais pas, j'avais pas le temps. Et puis, donc plusieurs fois comme ça, j'ai dû répondre négativement jusqu'au moment où il a réussi à me trouver un sujet à mon envergure, quoi, quelque chose de plus simple, en fait, de plus petit. Donc des grands tabourets quand même pour un client effectivement new-yorkais. Donc en me proposant des mariages de couleurs de paille qu'il avait repérés sur mes books et des formes de tabourets, etc. Donc voilà. Donc ça fait partie des choses qui sont faites. Là, actuellement, je suis toujours en collaboration, en relation avec eux. Je renvoie régulièrement des nouveautés en essayant de les séduire sur de nouvelles réalisations, quoi. Donc ça fait partie des choses importantes d'une activité que d'être reconnu par des gens qui eux-mêmes sont plus que reconnus. C'est toujours bien. Ouais. Des belles réalisations effectivement en commun avec une créativité qui s'enrichit mutuellement entre votre savoir-faire et puis. Voilà, d'où l'intérêt aujourd'hui de travailler avec des ébénistes qui m'apportent forcément à travers leur savoir une possibilité de doubler la valeur de la réalisation, quoi.
entre leur savoir et le mien, je pense qu'on fait des choses intéressantes. C'est compliqué, puisque après, il faut savoir les vendre, ces réalisations-là, c'est difficile à ce niveau-là, mais c'est très enrichissant que de pouvoir travailler avec des gens qui ont du talent et de sortir, malgré tout, du travail, donc, si on en revenait au départ, du travail du cœur de métier du pailleur-canneur, qui consiste à restaurer. Il y aura toujours cette part-là, sur du mobilier de style, sur des pièces qui ont une valeur affective. Là, les gens sont aussi dans une relation différente au coût, mais le commun de la restauration finira par disparaître, ça c'est sûr. Très bien. J'ai une dernière question. Elle est liée à vos interventions. En fait, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure dans les centres médicaux socio-éducatifs. Je crois que ça, c'est aussi un sujet qui est important pour vous. Quel est votre retour d'expérience par rapport à ces moments? Je vous disais tout à l'heure, pour moi, ça a été un enrichissement à travers une histoire de vie. Enfin, je veux dire, moi, je sais que mon monastère de la Visitation, là, les petites sœurs que j'ai encadrées à l'époque, qui étaient des jeunes qui arrivaient du Vietnam, ça fait on est toujours en relation. Hein. Toutes les personnes que j'ai pu croiser dans ces institutions-là, avec qui je suis toujours en contact régulièrement, j'ai des coups de fil de certains membres de l'artisanerie. La semaine prochaine, j'interviens dans un nouvel établissement du côté de Poitiers, les Sables de la Chaume. Ça va être encore une nouvelle aventure. Donc, je vais encore découvrir de nouvelles personnes. Je vais encore m'enrichir peut-être de savoir que eux ont, puisque quand j'interviens dans ces structures-là, parfois je suis en contact avec des personnes qui ont 20, 25 ans de métier. Ce ne sont pas forcément vers elles que je dois aller pour améliorer le travail. Mais voilà, je forme des nouveaux arrivants et je regarde ce qui se passe à côté. Et parfois, c'est très intéressant. Donc, c'est vraiment pour moi quelque chose de très important, la formation. Très bien. Merci beaucoup, Denis, pour cette interview. Toutes les réalisations que vous nous avez montrées, on peut en découvrir encore de nouvelles sur votre site internet, www.dguérin.com. Donc, n'hésitez pas à aller voir plus en détail toutes les réalisations de Denis Guérin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et également. Alors, la semaine prochaine, vendredi 18 septembre, nous retrouvons Jean-Baptiste et Jacob Fayol, qui sont tapissiers de génération en génération. Ils sont basés à Cassel, dans le département du Nord. Et c'est une très belle histoire de famille, un savoir-faire exceptionnel qu'on vous invite à découvrir ensemble. Merci à toutes et à tous. Merci encore, Denis. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Au revoir. Merci, au revoir aussi. Au revoir.